Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mac de la Santé. Je m'appelle Enaël, j'ai 10 ans et aujourd'hui, avec tous mes camarades de classe, nous allons prendre les commandes du Mac de la Santé. Et oui, et pour célébrer la semaine de la presse à l'école, ce sont les enfants qui vont présenter aujourd'hui, et ça commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé, je suis ravi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale enfants avec les enfants de l'école élémentaire Romainville à Paris. Ils vont prendre littéralement les manettes de l'émission. Ils ont d'ailleurs choisi les thématiques de l'émission et forcément, quand on est enfant, la première chose à laquelle on pense qu'on aime, oui, c'est de manger. Mais pourquoi pas bien manger, n'est-ce pas Enaël ? Oui, nous allons voir comment se passe la digestion et qu'est-ce qu'est une assiette idéale. Et puis lorsqu'on a mangé, on va faire quoi ? On va essayer d'aller jouer un petit peu, n'est-ce pas Tammy ? Oui, avec Nordi, nous allons faire de l'activité physique pour nous défouler. Et avec Ri, nous allons apprendre à bien désinfecter notre gourde. Et puis le soir, quand on rentre à la maison, on fait évidemment les devoirs, ça c'est normal. Mais après les devoirs, on peut utiliser un peu les écrans, un petit peu, n'est-ce pas Salim ? Oui, nous allons vous donner plein de conseils sur les écrans, car ils peuvent perturber notre sommeil. Évidemment, nous serons accompagnés de spécialistes pour répondre aux questions des enfants. Et à la fin de chaque partie, on verra si vous avez bien appris la leçon, puisqu'il y aura une petite évaluation, un petit quiz. Mais rien de bien méchant, vous inquiétez pas. On commence par notre première partie. On va commencer à manger, oui, on va manger un petit peu. Et forcément, quand on a un enfant, l'alimentation est très importante. Et nous sommes avec Kenaël Yacoub. On a, rappelle-moi, Enaël, Guenièvre et Naël. Et nous allons évidemment parler d'alimentation, puisque forcément, il y a le petit déjeuner, il y a le goûter, il y a le repas qu'on va prendre le soir à la maison, il y a les bonbons, les eaux gazeuses. Est-ce qu'on a le droit de manger un peu tout et n'importe quoi ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il faut forcément manger des brocolis ou du chou-fleur ? Les réponses à toutes vos questions avec le docteur Elodie Adler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre dans les Hauts-de-Seine. Alors, petite question les enfants. Quel est votre plat préféré ? Le poulet. Le poulet. Le mafé. Le mafé. Très bon choix. Les Guenièvre. pâtes à la bolognaise. Les pâtes à la bolognaise, t'as raison. Le couscous. Le couscous. Les pâtes carbonara. Les pâtes carbonara. Bon, on se rend compte qu'on a plein de plats différents. Finalement, on a le droit de manger un peu de tout. Tout à fait. Finalement, un peu, tout à fait. C'est-à-dire que tout vous va là dans les réponses des enfants ? Oui, faut que ce soit assez équilibré quand même, et on ne peut pas manger du couscous à tous les repas, même si c'est excellent. On est d'accord, et il faut que ce soit plutôt des repas qu'on dit équilibrés, et puis parfois on peut évidemment se faire plaisir. Alors, évidemment qu'on est au Mac de la Santé, donc qui dit Mac de la Santé dit explication un peu anatomique, et donc on a Kenaël et Guenièvre. Vous allez nous expliquer ce qu'il se passe lorsqu'on mange et comment ça marche la digestion. Est-ce que ça vous dit d'aller au tableau et de nous expliquer, de prendre ma place le temps d'un instant ? Oui, c'est prévu comme ça, donc ils vont aller au tableau. Je vous laisse faire expliquer l'infographie au tableau. C'est parti ? Allez. Vous pouvez vous lever, vous pouvez aller au tableau pour nous expliquer, parce qu'en plus, vous avez bien travaillé ces animations. Kenaël, c'est toi qui commence ? Oui. Alors, c'est parti. Que se passe-t-il quand on... Dans la bouche, on mastique et la salive sert à ramollir les aliments. Quand on avale les aliments, il descend vers l'œsophage. À cause des contractions musculaires, les aliments descendent vers l'estomac. Dans l'estomac, le bol alimentaire est brassé par les contractions musculaires grâce au suc gastrique qui est très acide, qui transforme la nourriture en une sorte de bouillie. Puis la bouillie va aller dans le gros intestin, dans l'intestin grêle. L'intestin grêle qui mesure environ 6 mètres de long. Les aliments sont progressivement décomposés en nutriments. Ces nutriments passent dans notre sang à travers les villosités. Ces nutriments nous donnent de l'énergie dont on a besoin pour bien grandir. Puis le reste va aller dans le gros intestin. Les déchets sont évacués par l'anus. Voici la dernière étape de la digestion. Eh bien bravo, franchement on peut vous applaudir. Vous pouvez revenir autour de la table, on a vraiment compris le schéma et comment marche la digestion du début à la fin. Yacouba, je crois que tu avais une question à poser au docteur. Oui. Pourquoi les aliments n'ont pas tous le même goût ? Super question. Ils ne sont pas composés tous de la même chose. Par exemple, un fruit, c'est des glucides. Et donc, ils ont un goût qui est sucré. Donc, sur les papilles, on sait bien que ce n'est pas forcément au même endroit que le goût amer, qui est surtout représenté, par exemple, dans les légumes.
Guenièvre, je crois que tu avais également une question. Pourquoi dit-on que les fruits et légumes, c'est bon pour notre santé? Alors, c'est bon pour la santé, car il y a dedans des fibres, des vitamines, des minéraux aussi. C'est très important d'avoir des repas équilibrés avec plusieurs sources pour que ce soit important pour le cerveau, pour la digestion, aussi pour le bon microbiote intestinal. Et donc, on dit souvent qu'il faut manger environ sur une assiette la moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Alors attention, dans quelques instants, on expliquera justement ce qu'est une assiette complète. Vous avez parlé de fibres. Les enfants, est-ce que vous savez c'est quoi les fibres? Oui. Ah ouais, qui peut répondre à cette question? Qui pense pouvoir répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est les fibres quand on parle d'un aliment? Yacoub. Les fibres, c'est ce qui compose les fruits et les légumes. Et C'est déjà une bonne réponse, c'est un bon élément de réponse. On est déjà pas mal, Ouais. c'est ce qu'on trouve dans les fruits et dans Oui, les légumes. surtout dans les... Et puis aussi dans les oléagineux, il peut y en avoir un Alors, petit peu. oléagineux, quand on parle oléagineux, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par exemple tout ce qui est noix de cajou, noisettes, amandes. Il y a aussi du bon gras dedans. Et les fibres, c'est ce qui donne notamment la solidité d'un fruit. Quand on parle d'un jus de fruit, en fait, on a pressé le jus, le fruit, et donc il n'y a plus la structure dure, on n'a plus de fibres. Alors que quand on mange un fruit, c'est dur, c'est croquant, et c'est ça qu'on appelle notamment les fibres. Quelqu'un a une autre question à poser au docteur? Oui. Vas-y. Dis-moi. Pouvez-vous nous en dire plus sur les protéines? Qu'est-ce que ça apporte à notre corps? Alors, les protéines, c'est très important. Par exemple, comme, si on imagine comme une maison, c'est un petit peu la base. Ça permet de bien construire dans le corps. Donc, c'est très important pour les muscles, essentiellement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut en manger, que ce soit des protéines animales ou végétales, il faut en manger à tous les repas. Alors, on va parler de la cantine. Qui mange à la cantine? Levez la main. Tout le monde, effectivement, parce que 2 enfants sur 3 déjeunent à la cantine au moins une fois par semaine. Mais savez-vous comment sont préparés les repas? On vous emmène dans les coulisses d'une cuisine à Dijon, dans la cuisine centrale. Reportage Khadija Darezig, Julien Nativel, Maureen Marion. La cloche a sonné, il est midi. Pour ces élèves de primaire, direction la cantine pour faire le plein d'énergie. Et ici à Dijon, c'est plutôt avec enthousiasme. J'aime bien la sauce tomate, alors ça me donne vraiment envie. J'adore ce qu'on mange. Une carotte râpée, en vrai, c'était bon. Mais ont-ils une idée de comment tous ces plats sont préparés? Non, ça je sais pas. Pour les aider et vous aider à y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre de David, chef cuisinier. Bonjour les enfants, bienvenue dans la cuisine où on prépare les repas pour les enfants de la ville de Dijon. Avant de commencer à cuisiner, il y a quelques règles à respecter. Je m'équipe avec un masque et une charlotte pour éviter que les bactéries du monde extérieur rentrent en cuisine. Chaque jour, avec son équipe, il prépare dans cette immense cuisine les déjeuners pour tous les élèves de la ville de Dijon, environ 8000 repas. Et pour cela, il faut beaucoup de fruits, de légumes et de viande. Ça ressemble à des poubelles, mais ce n'est pas des poubelles. Surtout pas, non. Ici, on a l'émincé de poulet. Cet émincé, il va être cuisiné dans des marmites XXL. Alors, combien tu as mis aujourd'hui? J'ai mis 120 kilos aujourd'hui. C'est beaucoup. Il faut être un petit peu sportif pour pouvoir mélanger tout ça. Ensuite, chaque plat est mis en barquette. Il y a environ 5 portions dans chacune d'entre elles. Tout a été pesé en avance pour que le repas réponde aux besoins nutritionnels des enfants. Autre impératif, choisir des ingrédients de qualité. Ce qui est important pour les enfants, c'est de mieux manger et ça passe par les bons produits. Parce que les produits surgelés ou transformés, c'est jamais bien pour les enfants. Une fois les plats prêts, ils sont chargés dans un camion de livraison, direction l'école. Et maintenant, on vous emmène au restaurant scolaire. Voici Justine, elle travaille à la mairie. C'est elle qui imagine avec son équipe les menus qui seront proposés à la cantine. S'il vous plaît, silence, on va lire le menu. Carottes râpées, boulettes de bœuf sauce tomate, pommes de terre grenaille. Bon appétit! Un menu équilibré, mais surtout qui a du goût. L'objectif ici est de réconcilier les enfants avec la cantine. Ça va permettre d'éviter d'avoir un peu les souvenirs que des adultes pourraient avoir, c'est-à-dire le jour où il y a des épinards, c'est parce qu'on a tondu la pelouse. Non. En fait, aujourd'hui, les épinards, quand on les sert, ils sont bien mangés, ils sont appréciés, et puis ça, c'est super. Ouais.
Reste à voir si le menu du jour rencontre le même succès. Donc vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Alors au niveau de la vue, la forme, la couleur, l'aspect. La sauce tomate, je trouvais pas la couleur très belle. Mais... Donc de quelle couleur elle était la sauce tomate? Marron rouge. Alors maintenant le goût. C'était un petit peu sec, je trouvais. Vous avez tous aimé? Oui. Les avis des enfants seront transmis au chef pour améliorer si besoin les recettes. Mais à en croire Eddy, elle a l'air déjà très bien comme ça. Ça a le même goût que chez moi, vu que ma mère elle cuisine super bien. Et du coup, je fais une dédicace à ma mère pour l'instant. Les enfants, à l'école, le repas à la cantine, vous, de 0 sur 10, vous mettez combien comme note? 5. 5 sur 10? 4. 4, 8. Ah, on se rend compte que c'est un peu partagé. Naël, tu avais une question à poser, justement. Que pensez-vous des menus végétariens pour les enfants? Alors, c'est un choix personnel et de la famille et de l'enfant. En tout cas, si les enfants ne mangent pas de viande, il faut quand même trouver d'autres sources de protéines et de fer. Donc, on peut prendre, par exemple, on peut manger des légumineuses, on appelle ça, c'est par exemple des lentilles ou des pois chiches, qui permettent d'apporter également ces nutriments importants qui se trouvent dans la viande d'habitude. Donc, on a besoin de protéines. Et justement, on va essayer de voir avec vous, c'est quoi une assiette parfaite. Yacouba, Naël, je vous invite à aller à l'écran car vous nous avez préparé l'assiette idéale et vous allez nous dire ce qu'on doit toujours avoir à chaque repas. C'est à vous. Nous allons vous présenter l'assiette idéale pour être en bonne santé. Tout d'abord, il y a les fruits et les légumes. C'est le plus important. Ça doit représenter la moitié de notre assiette. Ils sont riches en vitamines, minéraux et fibres. Grâce à eux, notre corps se défend mieux contre les maladies et on digère mieux. C'est pour ça qu'on les appelle des aliments protecteurs. Ensuite, le troisième quart de notre assiette doit contenir des féculents. C'est un petit peu le carburant de notre corps car il nous aide à bien jouer, à bouger et bien rester concentré à l'école. C'est pour ça qu'on les appelle des aliments énergétiques. Et un quart de notre assiette doit contenir des protéines et du calcium qu'on peut retrouver dans le poisson, la viande et les produits laitiers. Et tout ça, on les appelle les aliments bâtisseurs car ils nous aident à bien grandir, à avoir des os solides et à avoir des bons muscles. Enfin, il y a la matière grasse et les produits sucrés qu'on peut retrouver dans les gâteaux ou dans l'huile d'olive. On peut en prendre de temps en temps, mais pas trop, car notre corps n'en a pas besoin en grande quantité. Bah, c'est pas mal, en plus, t'as des muscles, tu prends des protéines, toi. Bah ouais, t'as raison. Bah, bravo, c'était parfaitement clair. Je vous laisse vous rasseoir, les enfants. Venez. Naël, t'as peut-être une question, toi aussi, à poser? Oui. Sur le Nutri-Score, non? Non. Non, pas sur le Nutri-Score. Je pose la question que tu veux, docteur Adler. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi les chiens et les chats ne mangent-ils pas la même chose que nous? Pourquoi ils mangent pas? Ils mangent quand même des protéines, hein, normalement, les chats et les chiens. Mais Dans leur pâté. Dans leur pâté, oui, je pense que je ne suis pas spécialiste. Hein, Très plaisant de vous voir répondre à cette question. Oui, j'adore. Je ne connais pas les animaux très bien, d'ailleurs, j'en ai pas chez moi. Mais en tout cas, je crois qu'ils mangent des fibres quand même, ils mangent des protéines, ils doivent manger du sucre aussi, parce que c'est quand même des mammifères. Ils ont besoin, les chats, ils boivent du lait, produits laitiers, c'est hyper important. Parce qu'on a les éléments de réponse, c'est parfaitement clair. Kenel, tu avais une question, je crois, à propos des boissons. Ah oui. Et les sodas, peut-on en boire? Alors, oui, mais ça reste exceptionnel. Évidemment, on ne va pas enlever toutes les sucreries, tous les sodas, mais il faut que ce soit occasionnel, par exemple lors d'un anniversaire, et avec, on se dit par exemple, un petit verre. Alors, quelqu'un avait une question à propos du Nutri-Score, c'était toi? Qu'est-ce que le Nutri-Score? À quoi sert-il? Alors, le Nutri-Score, donc c'est un logo qui est sur les aliments en général, mais c'est très important de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que, par exemple, l'eau, c'est A, mais certains céréales très sucrées qu'on peut trouver dans les rayons de supermarché sont aussi A. Donc, c'est très utile pour comparer, par exemple, 2 céréales ou 2 paquets de gâteaux. Parce que sinon, on peut penser que manger que des céréales, parce que c'est A, c'est vraiment le meilleur, alors que ce n'est pas le cas. Kenaël, je crois que tu adores les bonbons. Oui. Que se passe-t-il si on ne mange que des bonbons pendant une semaine? Oh là là ça peut vraiment être... c'est-à-dire que les bonbons, c'est des sucres qui sont très rapides. Donc, on va bien aimer sur le moment, et tout d'un coup, ça va nous donner un petit pic de glycémie. Et puis, quand... on n'en a plus, on va avoir un petit coup de mou, on va vouloir en remanger. Mais comme on a dit tout à l'heure, il faut
absolument que notre alimentation soit variée et diversifiée. Donc il ne faut pas manger que ça et tu risques d'avoir mal au ventre aussi. Guenièvre, je crois que tu avais une question grignotage. Pourquoi dit-on que les grignotages, ce n'est pas bon? Alors, quand on grignote, souvent, après, on n'a plus faim au repas d'après. Et donc, au lieu de manger son assiette, eh ben, on mangerait un tout petit peu. Alors qu'on a quand même... Souvent, les grignotages, en plus, ça peut être des sources... Souvent, c'est des sucreries. Et donc, c'est pas très bon pour la santé de que grignoter. Et après, on mange plus bien le repas. Alors qu'on sait très bien que les 4 repas par jour sont très importants pour bien grossir, bien grandir et pour aussi avoir le cerveau bien développé. Alors, les enfants, après la leçon, en général, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse? Elle vous fait une petite... Une dictée, donc une petite interro. Je crois que c'est l'heure de passer l'interro. Les balles de Jimmy. C'est parti. Alors les enfants, je vais vous poser des questions et à chaque fois, vous avez des propositions A, B, C ou D. Et vous me donnez la bonne réponse si vous l'avez. On passe à cette première question. À quelle catégorie d'aliments appartiennent les œufs? Les œufs sont des féculents, réponse A, des protéines, réponse B, des macrolides, réponse C, ou des légumes. Les œufs, c'est quoi? C'est des... Yacouba? C'est des protéines. Des protéines. Tout le monde est d'accord avec Yacouba? Oui. Oui, on est d'accord. C'est une bonne réponse. Bravo, Yacouba. Alors, tu marques un point virtuel parce qu'il n'y a rien à gagner, mais tu marques un point d'honneur. On passe à cette deuxième question. Comment s'appelle le tube par lequel les aliments passent pour aller dans l'estomac? J'ai même pas mis les propositions, que vous levez la main. Je vais quand même les dire. A, le larynx. B, le gros intestin. C, le tube de dentifrice. Ou D, l'œsophage. Naël? C'est l'œsophage. L'œsophage. T'es sûr de toi? Oui. L'œsophage? T'es sûr? Je suis sûr. Certain. Certain. Mais t'as grave raison, c'est une bonne réponse. Bravo Naël. Tu marques un point aussi virtuel, mais ça prouve que t'as bien appris la leçon. On a une dernière question, ça vous dit une troisième question? Oui. Oui, parce que vous avez de bonnes réponses. Quel est le petit déjeuner le plus équilibré selon vous? Croissant et jus d'orange, réponse A. Céréales au chocolat et compote, réponse B. Tartine au miel et un verre de lait, ou réponse D. Hamburger et chocolat chaud. Allez-y, je t'en prie. La réponse C. La réponse C, tartine au miel et verre de lait. Tout le monde est d'accord? Oui. Sûr et certain? Oui. Vous êtes sûr que c'est pas les hamburgers et les chocolats? Non, effectivement, vous avez raison, c'est une bonne réponse. Bravo, vous êtes vraiment incollable. Non seulement vous avez appris les leçons, mais en plus vous connaissez tout ça par cœur. Alors, après la théorie, moi je vous propose qu'on passe à la pratique, parce qu'on a compris ce qu'il fallait manger, mais on va essayer de se faire plaisir. On part en cuisine avec Raphaël Homo et on va faire des bonbons. Et je suis rejoint par Mohamed, Hiro et Fatima. Salut les enfants. Bonjour. Bon, on va faire des bonbons avec Raphaël. D'ailleurs, petite question. Qui n'aime pas les bonbons, lève la main. Bon, on est d'accord, tout le monde aime les bonbons. Évidemment. Alors, je suis avec Raphaël. Raphaël, il est prof de chimie, prof de physique-chimie, mais à l'université, il connaît tout, surtout à propos de l'alimentation. Et c'est grâce à lui qu'on comprend ce qu'il y a dans des aliments et dans des produits du supermarché. Et là, Raphaël, vous avez une super recette à nous proposer. Bon, on va regarder. Alors, est-ce que vous aimez ça déjà, les enfants, là, les bonbons un peu fils, là, comme ça? Vous aimez ça? Bon, alors on va quand même regarder, parce que c'est notre rôle ici, de regarder les étiquettes. D'accord? Vous pouvez regarder. Alors, ingrédients. Est-ce que tu peux m'aider à lire, par exemple, quelques ingrédients que tu trouves ici? Et ça, c'est ce que vous avez acheté au supermarché. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment des bonbons qu'on trouve partout. Non, c'est Midel, antocidanté. Alors, on va regarder en Argent français, ce sera plus d'enrobage. simple. C'est ici. Oui, donc antocial, tu disais, vas-y. Ensuite, ici, là, t'as quoi, ça? Ça, c'est quoi, ça? Hydro, ispo, hydropropoxycellulose. C'est des trucs. Est-ce que vous avez ça quand vous faites la cuisine avec vos parents? Vous avez des noms aussi farfelus que ça? Par exemple, donc hydropropoxycellulose, E131, acide ascorbique. Ça vous parle, ça, comme... c'est pas des aliments, ça. Non. En fait, c'est des additifs. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'en fait, certes, dans les bonbons, il y a trop de sucre, on le sait, mais il y a aussi surtout des additifs et des mauvais additifs. Ouais. Parce que le problème, c'est que ces additifs, on sait qu'ils ne sont pas forcément très bons pour la santé. Et donc, Raphaël, on va faire des bonbons sans produits chimiques. Voilà, on va refaire ces fils, enfin à peu près, si vous voulez, d'accord? Et vous allez voir, il nous faut 3 ingrédients. Vous allez le faire avec moi, des jus de fruits, d'accord? Mangue, kiwi, fraise, vous faites ce que vous voulez. Il nous faut du sucre, évidemment, mais on va mettre 2 fois moins de sucre que dans les recettes industrielles. Et puis, on va utiliser un gélifiant. Donc, je vais vous présenter ça, mais on va tout de suite démarrer en chauffant. Alors, on y va? Vous voulez choisir lequel?
Mangue. Allez, vas-y. Très bon choix. Donc, allez, très bon choix. Donc, tu verses dans une casserole, tu vois, c'est très facile. Franchement, ça, vous pouvez le faire facilement chez vous. Ensuite, on va simplement mettre à bouillir. Donc, on va rajouter du sucre. Donc, on peut prendre du sucre à confiture si on veut, parce qu'il y a de la pectine dedans. C'est très intéressant. C'est déjà un gélifiant naturel. Et puis, ensuite, on va... ou sinon, du sucre. Alors là, tu peux en mettre... Tu veux en mettre, Mohamed, tu veux mettre un peu de sucre? Bon, on va se battre avec la plaque pendant ce temps-là. Allez, alors, vas-y, verse le sucre si tu veux. Allez, vas-y. Hop, je rapproche un peu la casserole. Vas-y, tu peux tout mettre. Et puis voilà, tu peux mélanger, ou alors, Hilo, si tu veux, voilà, il y en a qui mélange. Voilà, donc là, on met du sucre, des fruits. Maintenant, on va utiliser un gélifiant. Ça, je vous présente ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un peu compliqué, ça. Non, c'est de l'agar-agar. C'est comme la gélatine, mais c'est 100% végétal. Ça vient des algues. Et l'intérêt, ça va permettre de durcir. Ça vient des algues, mais tu vois, ça sent pas la mer du tout. Hein. C'est complètement neutre, mais ça va donner un peu de dureté. Parce que si vous prenez que du fruit avec du sucre, vous allez faire de la confiture. Ce ne sera pas des bonbons. Oui. Donc, on en met, ça se vend un petit sachet. Alors vas-y, mélange bien. Pendant ce temps, on va mettre à bouillir à fond. Voilà, on va mettre 4 grammes pour 200 grammes. Donc ça va faire un super gélifiant. Tu mélanges bien. On porte à ébullition. Là, on n'a pas forcément le temps d'attendre l'ébullition, mais... Les enfants, c'est la première fois que vous faites des bonbons comme ça? Oui. Ouais. Donc si jamais ça marche, est-ce que ça vous dit de le refaire ensuite à la maison? Oui. Bah oui, ça va marcher. Et ça va marcher, évidemment. On va le faire. Alors bon, on ferait bouillir, d'accord, là, ça va prendre trop de temps. Mais ensuite, alors vas-y, qui va verser là? Il faut quelqu'un un peu costaud. Alors vas-y. Ensuite, vous versez dans une bonne ébullition avec vos parents. Tu peux garder la plaque toute droite, voilà. Vous faites verser donc à peu près, je sais pas, un demi-centimètre. Donc là, tu peux quasiment tout verser. Vas-y. Et ensuite, on va mettre au frais une nuit à peu près. D'accord? Ça va permettre de gélifier, ok, avec l'agar-agar, ça va permettre de durcir. Voilà. C'est tout? La recette est prête comme ça? Et la recette est presque prête. Alors, magie de la télé, tac, une nuit après, vous récupérez. Alors, j'ai juste démoulé devant vous. Alors, tiens, tu peux prendre, vous faites un mélange sucre-glace. Tiens, tu veux tamiser un peu? La seule chose, les enfants, c'est qu'il faut attendre une nuit. Est-ce que vous pensez avoir la patience d'attendre une nuit avant de manger les bonbons? Tamise un tout petit peu sur la... Alors, doucement, voilà. Étalez un peu avec les mains. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains, c'est pas grave. Non. Mettez-vous un peu là, tiens, on va tous se mettre là-bas. Voilà. Étalez un peu. Moi maintenant, vous allez démouler ça. Regardez, ça a pris, c'est très facile. On vous laisse retirer le film. Alors moi j'ai mis un film parce que c'est un peu plus pratique, c'est une petite astuce que je peux vous donner, ça se démoule très bien. Tu vas juste tamiser un tout petit peu. On remet du sucre. Voilà. Alors ça mélange sucre-glace et fécule de maïs par exemple pour éviter que les bonbons ne collent. Étalez un peu, tu peux en remettre un tout petit peu plus. Vas-y Mohamed, si tu veux un petit peu aussi... travailler, tout le monde s'y met. Et ensuite, après, c'est très facile avec un couteau, tout simplement. Vous allez détailler des petites bandelettes. Alors, soit vous faites des bandes, vous savez, un peu comme les bandes acidulées, vous pourriez même acheter du sucre pétillant, par exemple. Ça existe ça, du sucre pétillant? Oui, bien sûr. Soit vous mettez simplement un peu vous retamisez encore un tout petit peu, et puis vous faites comme des langues, vous savez, ou alors des fils. Tiens, tu veux tamiser un petit peu pour séparer les bonbons là? Et, voilà. Et puis voilà, mélange un peu, vas-y, allez-y. Et ben voilà. Eh ben, regardez, c'est prêt. Ça c'est industriel. Il y a au moins une dizaine d'ingrédients et plein de produits qui sont pas bons. Et ça, 3 ingrédients, c'est fait maison. Alors, les enfants, moi je vous propose de goûter quand même. Parce qu'il faut que ce soit bon quand même en bouche, on est d'accord? C'est vrai. Là, il y a fraise, là, il y a kiwi. Fraise, kiwi, mangue. Alors, vous choisissez. Moi, j'en ai goûté aussi. Vous voulez goûter lequel, les enfants, là? Mangue? On peut faire à l'emporte-pièce, on peut s'amuser. Allez, tenez, je vous laisse goûter un petit morceau de bonbons. Et vous me dites si c'est bon. Alors, c'est comment? C'est bon. C'est bon, on est d'accord, hein? Là, la fraise, c'est pas mal. C'est délicieux. Et vous pouvez faire des petits bonbons, vous savez, avec des emporte-pièces, avec des moules à glaçons pour refaire des petits crocodiles ou des petites choses. Franchement, amusez-vous. C'est hyper facile. Voilà. On vous redonnera la recette pour le faire à la maison et vos parents seront très contents de faire ça avec vous. Une fois qu'on a mangé ces bonbons, oui, il est temps de bouger un petit peu. C'est l'heure de la récré avec tonton Nordine. Et si nous allions à l'école avec vous, les enfants, c'est le moment de découvrir votre classe. Car oui, Nordine est allé dans votre classe, il est coach sportif, et il est allé à votre rencontre. Ça s'est bien passé avec Nordine? Oui. Ouais, je crois que ça a été un peu agité. Son objectif, vous aider à retrouver votre concentration grâce au mouvement. Un reportage de Camille Leclerc, Julien Nativel, Nelly Gabi et Maureen Marion. Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, je suis heureux. C'est une chance de pouvoir intervenir dans une classe, donc j'ai hâte de les rencontrer. Bonjour. Bonjour. Ça va bien les enfants? Oui. Oh, ça c'est un oui dynamique, hein. Caroline,
Fallait qu'on échange sur la concentration? Oui, effectivement. C'est vrai que parfois on sent, en observant un petit peu le groupe, qu'il y a de l'agitation qui s'installe. C'est un sujet qui nous préoccupe forcément au moment des apprentissages, parce que les enfants, ils ont des besoins de mouvement, ça se ressent. Alors ça tombe bien, je suis venu avec, hop, le thermomètre de ma concentration. Donc là, bon, on a le petit smiley sourire, tout va bien, je suis concentré. Et là, on est totalement déconcentré et je ne tiens plus en place. Ça vous arrive peut-être des fois? Oui. Oh. Qui parmi vous se sent dans le rouge actuellement au niveau du baromètre de la concentration? Qui se sent là? Non, personne. On continue, je descends d'un étage. Qui se sent distraite? Ok. Qu'est-ce qui t'arrive quand tu es distraite? Moi, être distraite, c'est quand je commence à regarder plein d'autres choses, la classe. Et aussi des fois quand je commence à stresser. Alors, on va se faire un petit jeu. Parce que le jeu, ça fait du bien à la tête. Vous allez choisir une cellule, d'accord? Et vous allez la gonfler. C'est un ballon. Vous allez taper dans votre cellule et vous allez le passer entre vous. Hop, je tape dans la balle et puis je prends celle du copain, de la copine et ainsi de suite. On est prêt? C'est parti pour les cellules. Ouais, allez, pas de cellules par terre, hein. Allez, on récupère sa cellule et on se rassied. Comment tu t'es ressenti d'ailleurs sur cet exercice-là? Enfin, sur ce jeu-là? Je me sentais bien. C'était un peu surprenant parce que normalement on reste assis un peu toute la journée et là on a pu jouer avec des ballons. Donc j'ai pas trop pensé à ce qu'on a fait en classe. Nordine, pourquoi est-ce que quand on est en mouvement, ça va permettre de pouvoir se concentrer à nouveau dans le travail? D'avoir des moments durant lesquels je bouge derrière, ça va permettre de transporter hop, davantage d'oxygène au cerveau. Et derrière, une fois que le cerveau est plein, on est au vert. Et là, hop, on est à nouveau attentif et attentive. Si c'était à refaire, peut-être que je trouverais un support différent de celui du ballon. Parce que pour eux, c'est vraiment on est vraiment sur du jeu et possiblement une forme d'excitation. Ce qui est bien, c'est que dans une cour de récréation, on peut y faire ce qu'on veut. On peut inventer tous les jeux. On y va? Je vous le montre? Oui. Alors, vous allez vous mettre 2 par 2. Caroline, elle va fermer les yeux. D'accord? But du jeu, Caroline, c'est moi qui vais t'indiquer comment reculer. Donc, vas-y. Là, tu peux marcher tranquillement en arrière. Allez, tout petit peu à ta droite. Très légèrement. Voilà. Allez, on continue. Il faut que ce soit un jeu qui nous permette de retrouver du calme, de savoir s'écouter l'un et l'autre pour remonter dans la classe. Et là, on peut se reconcentrer à nouveau et écouter Caroline. Allez, on y va. Donc, vous mettez face à face. Allez, voilà, on a confiance. On y va, sans toucher. C'est super. Doucement, doucement. Très bien, dévie un petit peu sur ta gauche. Vas-y, et tu recules. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Dis-moi. Moi j'ai eu peur T'as eu peur? de prendre un arbre. Il faut que tu sois concentré, il faut faire attention à pas qu'il se blesse lui. Exactement, c'est vrai. Bah écoutez, vous voyez, hein, le mouvement il est partout. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. Bref, vous l'aurez compris, le mouvement il fait du bien et l'idée c'est d'en mettre tout le temps. Allez, à vous de jouer. Allez, comment sourire. Et on remercie Nordine pour ce gentil bazar qu'il a mis dans la classe. Ça va, c'était cool avec Nordine? Oui. Il est sympa, on est d'accord, hein? Oui. Eh bien, je vais vous présenter quelqu'un d'encore plus sympa, peut-être. Je vous propose d'aller rejoindre Tatarim. Elle est juste là-bas. Allez, c'est parti. Tatarim. Bonjour, bienvenue, ça va? Oui. Vous vous amusez bien avec Jimmy? Oui. On est d'accord, il est top. Alors les enfants, qui parmi vous a une gourde? Moi. Ok, est-ce que ça vous arrive de l'ouvrir et de sentir quelque chose de bizarre? Oui. Oui. Oui? Quoi, ça sent quoi? Ça sent le moisi. Et toi? Avant, ça chantait la chaussette pourrie, mais maintenant, ça le fait plus. La chaussette pourrie. Et vous les garçons? Moi, ça sentait le savon. Ah bah t'as de la chance, alors c'est que tu sais déjà bien la laver. Tammy, t'avais une question, je crois. Oui, ma gourde, elle sent mauvais. Elle pue la chaussette pourrie. Pourquoi est-ce qu'elle sent mauvais? Très bonne question, Tammy. Pourquoi ça sent mauvais? Alors ça, c'est à cause des bactéries. Ce sont donc des petits organismes invisibles qu'on va voir ici à l'image qui se mettent dans la gourde, sur la gourde. Comment? Je vous montre. Par exemple, là, je bois. Même si je me suis bien brossé les dents, eh ben, j'ai des bactéries dans ma salive. Donc,
comme je bois, elles se mettent autour, elles se mettent dedans. Et là, c'est la fête. Elles vont lâcher comme un gaz qui sent mauvais. Et donc, votre gourde, elle pue la chaussette sale. Alors, il y avait une autre question. Comment nettoyer notre gourde? Super question, Adam. Comment est-ce qu'on nettoie bien la gourde? On va prendre des accessoires qui s'appellent des goupillons, c'est ça. Et le mieux, c'est en silicone. Ensuite, on met une petite goutte de liquide vaisselle. Je le fais pour de faux, hein, comme on n'a pas d'eau. Normalement, tu as de l'eau. Tu vas bien nettoyer ta gourde comme ça à l'intérieur. Tchac, 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 tchac. Et t'oublies pas l'extérieur. Parce que tu sais, on met toujours nos mains dessus. On ouvre, on ferme. Et là aussi, on a des bactéries. Une fois que c'est fait, tu lâches le goupillon, tu rinces bien. Et tu la mets à sécher, tout simplement comme ça. Et une petite astuce, si tu as un petit peu la flemme le soir, ça arrive, tu demandes à tes parents de la mettre au lave-vaisselle. Si on a un grand goulot, ça marche très très bien. Voilà, à qui? Faut-il nettoyer notre gourde tous les jours? Ah, super question. Est-ce qu'on nettoie tous les jours? Alors, dans l'idéal, oui. Pourquoi c'est mieux? Parce qu'on l'a vu, il y a des bactéries. Donc surtout, en tout cas, le plus important, c'est de changer ton eau tous les jours. Tous les jours, tu la changes. Comme ça, c'est super. Parce que, par exemple, tu ne mangerais pas dans une assiette sale. Non. Eh ben voilà, c'est pareil pour la gourde. Si on ne veut pas qu'elle pue, eh ben, on la change l'eau tous les jours. Et si on peut, on fait le petit geste que j'ai montré ou le lave-vaisselle. Quelle est la meilleure matière pour notre gourde? Verre, métal ou plastique? Alors, verre, métal ou plastique, très très bonne question. Vous avez quoi chacun là? Moi, j'ai plastique. D'accord. Métal. Et métal et verre, il y a un peu de tout. Alors, moi, métal. Métal, toi, d'accord. Eh bien, le mieux, c'est vrai que c'est le métal. Alors, pourquoi? C'est parce que les bactéries, elles aiment moins. Donc, elles se mettent moins autour. En plus, ça te garde ton eau froide et elle dure très longtemps. Elle ne s'abîme pas trop. Ensuite, tu as le verre qui est pas mal. C'est un bon matériau. Le petit inconvénient, c'est qu'on peut la faire tomber et ça peut se casser. Donc, ensuite, il y a le plastique. Alors, le plastique, on aime un tout petit peu moins parce que les bactéries, elles adorent. Donc, elles vont se mettre dessus. Et si je peux donner un petit conseil, tu vois, là, la paille, c'est un peu plus difficile à nettoyer. Donc, si on peut, on prend avec un grand goulot. C'est encore mieux. Qui est partant pour la chasse aux bactéries ce soir? Moi. Ah, vous êtes top, les enfants. Merci, c'était trop bien. Franchement, c'était très bien expliqué. Les enfants, vous trouvez que Rim, elle explique bien? Oui. Mais est-ce qu'elle explique mieux que la maîtresse? Anna, ne répondez pas. Parce Pas de problème. Mieux que ça. Eh bien, écoutez, les enfants, vous êtes prêts justement pour bien nettoyer les gourdes à la maison? Oui. Eh bien, je crois qu'on est tous prêts. On va vous aider à nettoyer les gourdes et à faire la vaisselle. Je crois que vous avez dit que vous adorez faire la vaisselle, je crois. Non. Que ta gourde. On l'a fait la gourde? Bon, allez, on commence par ça. Eh bien, écoutez, je vous propose, une fois qu'on a bien lavé la gourde, de s'intéresser à un sujet qui forcément vous passionne. On va parler des écrans, car oui, les écrans, on le sait, font partie de nos vies. Et on va répondre à toutes leurs questions. C'est parti. Parce que quand on a préparé cette émission, eh bien, vous avez choisi les thèmes et vous nous avez dit on veut absolument parler en priorité des écrans. Et on est avec Léa. Alors, Léa, attendez, parce que voilà. Léa, Oui. Adam, Alain, Aïcha, Astor. Très bien, du premier coup, je suis très content d'avoir tout retenu. Alors, quand on parle des écrans, évidemment, on a tous des écrans à la maison, mais la question c'est combien de temps on peut les utiliser, quel type d'écran? Et pour répondre à toutes vos questions, nous sommes ravis d'accueillir le docteur François-Marie Caron, pédiatre à Amiens. Bonjour. Bonjour. Alors, juste je pose des questions, il n'y a pas de piège. Mais qui à la maison a un téléphone portable? Levez la main. Moi. Téléphone portable, pas de téléphone. Et t'as quoi comme téléphone? Plutôt, tu sais, téléphone comme ça, que moi j'avais à ton époque, ou plutôt téléphone comme ça? Téléphone comme ça. Plutôt smartphone? Oui. Toi aussi? Oui. Ok. Qui a une tablette à la maison? Moi. Très bien. Question bête, qu'est-ce que vous faites sur la tablette par exemple? On joue, on regarde des vidéos. Tu joues et tu regardes des vidéos. Aïcha? Je vais sur les réseaux sociaux et je joue à des jeux. Les réseaux sociaux et les jeux. Et puis dernier, quand on parle de jeux, qui a une console de jeux vidéo? Ok, jeux vidéo. Il n'y a que toi, Astor? Pas de téléphone? Pas de... Et ça va? T'es bien? Et moi? Bah justement, on va essayer. Et toi aussi, Alain, effectivement. Et ben on va voir justement quel type d'écran on peut regarder, combien de temps. Alors, je crois que Léa, tu avais une première question à poser au docteur. Non? T'as pas de question? Une question sur les yeux, à propos des yeux? Ah oui, pourquoi les écrans peuvent-ils abîmer les yeux? Alors, les écrans, ils n'abîment pas vraiment les yeux, mais ils les fatiguent. C'est-à-dire que tu es obligé de concentrer. Et en plus, tu ne clignes pas des yeux, et si bien que ça devient sec, et tu peux avoir mal aux yeux à la fin de la journée. Mais tu ne les as pas abîmés le lendemain, ils sont réparés si tu t'es bien reposé. Et puis en plus, je crois que ça abîme un petit peu la vue, le fait d'être tout le temps derrière des écrans à la distance. Oui, mais ce qui abîme surtout la vue par rapport à la myopie, par exemple, c'est le fait de ne pas être dehors. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important.
un petit peu l'écran, mais surtout pas être dehors. Alain, je crois que tu avais une question à propos du cerveau. Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous regardons trop d'écran? Alors, quand tu regardes trop d'écran, ton cerveau, il se fatigue. L'attention, c'est pas inépuisable. Donc, tu es là, puis au bout d'un moment, tu es de plus en plus fatigué. Seulement, tu réagis plus, mais tu restes de plus en plus longtemps, parce que tout est fait pour que tu restes longtemps. Et ton cerveau, il est fatigué, il est épuisé. Et je rappelle que c'est des enfants que vous avez entre 9 et 10 ans, hein, c'est ça les enfants? Oui. On a aussi, Astor qui a une petite question à propos du grignotage, c'est ça? Pourquoi nous avons envie de grignoter quand nous sommes devant les écrans? D'abord parce que quelquefois, il y a des publicités télévisées qui passent avec envie de manger ce que tu montres. Et puis surtout, comme si c'est à côté, tu vas grignoter, tu ne vas pas aller chercher. Donc, il faut faire attention et faire attention à ne pas avoir de quoi pouvoir grignoter. Parce que je pense que c'est en effet pas bon. Le médecin d'avant, il te l'a bien expliqué. Aïcha, tu avais une question à propos du sommeil, je crois. Qu'est-ce qu'il se passe quand je regarde les écrans avant de m'endormir? Quand tu regardes les écrans avant de t'endormir, tu as un problème, c'est que tes yeux, ils regardent, mais aussi, ils voient la lumière du jour. Et quand ils voient la lumière du jour, ils voient la lumière bleue. Et les écrans, ils ont de la lumière bleue. Et la lumière bleue, ça te dit qu'il est midi. C'est bien que la mélatonine, ce qui va te faire dormir, n'est pas sécrétée. Donc, si tu regardes les écrans à 10 h du soir, 9 h du soir, 8 h du soir pour toi, dans ton lit, dans le noir, c'est pas bon du tout parce que tu as l'impression qu'il est midi. Ton cerveau, il pense qu'il est midi, il va mettre 2 heures quand tu auras arrêté avant de comprendre que c'est le moment de dormir. Alors justement, vous avez parlé de lumière bleue et Léa et Astor, vous nous avez préparé une petite explication sur la lumière bleue pour comprendre ce qu'il se passe dans notre cerveau. Et qu'est-ce que c'est que cette lumière bleue? C'est à vous les enfants. Nous allons vous expliquer ce qui se passe quand nous regardons les écrans avant de nous endormir. La lumière bleue, c'est la lumière qui est émise par les écrans. La lumière bleue, c'est comme un rayon du soleil. Donc, le problème, c'est que si nous regardons les écrans avant de nous endormir, notre cerveau va nous dire « reste éveillé » et donc il va produire moins de mélatonine. Le résultat, nous dormons moins bien, nous sommes plus fatigués et notre sommeil est moins récupérateur. Alors, évitons 1 à 2 heures avant d'aller s'endormir. On peut faire plein de choses à la place. Moi, par exemple, je lis et toi, Léa? J'écoute de la musique. Eh bien, bravo. On a tout compris grâce à vous. C'était super, bravo. On vous applaudit, les enfants, et vous pouvez venir vous réinstaller. Et Adam, je crois que tu avais une question justement à poser à propos du temps. Pendant combien de temps faut-il dormir pour être en bonne santé? Ça dépend un peu de ton âge. À ton âge, toi, il faut faire entre 9 et 10 heures. 10 heures. Parce que c'est très important, parce que ton cerveau, il revisite, quand tu t'endors, il revisite tout ce qui s'est passé de la journée et il nettoie, il range. C'est-à-dire ce qui ne sert à rien, il le met de côté. Ce que tu as appris, il le met de côté pour le garder. Ce qui ne sert à rien, il le jette. Et par exemple, si tu as appris un nouveau geste au football, il va le garder. Et puis s'il y a quelque chose qui n'est pas encore consolidé, il va le mettre à un autre endroit en se disant « il faudra que je révise ». Et le lendemain matin, tu te réveilles, tout est prêt, tout est rangé. Alors, je crois que tu avais une question à propos des jeux vidéo. Oui, pourquoi quand nous jouons aux jeux vidéo, nous n'arrivons-nous pas à nous arrêter? Parce que c'est passionnant. Parce que c'est passionnant, c'est génial les jeux vidéo. Donc automatiquement, t'es dedans. Et comme c'est pas bon d'être en sédentarité, c'est pas bon de te fatiguer devant les écrans, que t'as plein d'autres choses à faire. L'activité physique, tes devoirs, manger, tout ça. Donc il faut que tu puisses faire d'autres choses. Donc il faut se limiter sur les jeux vidéo, mais c'est normal que tu aies envie d'y rester parce que c'est top. D'accord, c'est top. Et d'ailleurs, qui joue aux jeux vidéo? Levez la main, rappelez-moi. Ah oui, donc vous êtes quand même une majorité. Et vous avez dû remarquer, sur les boîtes de jeux vidéo, on a un chiffre. Vous voyez ce chiffre-là, là? Oui. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond? Oui. C'est quoi, à ton avis? C'est pour les gens qui ont moins de 16 ans, ils n'ont pas le droit de jouer à ces jeux-là. Effectivement, c'est un petit carré coloré à l'intérieur qu'on appelle PEGI. Et en fait, c'est l'âge recommandé avant de jouer à un jeu vidéo. Alors, est-ce que vous savez qui fixe cette limite? Comment est-ce qu'on décide que celui-là, c'est 16 et celui-ci, c'est 18? Est-ce que vous savez comment on fait? Non. T'as levé la main, mais tu vas avoir le reportage parce que justement, on vous a préparé un reportage dans les coulisses justement de ce PEGI, signé Khadija Darezig, Julien Nativel et Maureen Marion. Devenir pilote automobile, grand footballeur ou super-héros. Le temps d'une partie de jeux vidéo. Une expérience dont petits et grands ne se lassent pas, au point de vouloir recommencer encore et encore. On peut faire ça? Ah, mais c'est pas adapté. Regarde l'âge. Cet âge, inscrit sur les boîtes, est le Pan-European Game Information, aussi appelé PEGI. C'est un système d'évaluation européen des jeux vidéo
Il guide parents et enfants dans leur choix. Tout ce qui est guerre, on essaye d'éviter au maximum. Le but, c'est vraiment de faire des jeux ensemble. Ça reste pertinent, mais il est vrai que personne ne les respecte. Hein. Ça reste qu'un jeu en fait, c'est pas la réalité, donc... Ouais, après, il y a quand même des jeux qui sont très réalistes, où il y a des gens qui sont tués. C'est pour éviter que les enfants assistent à des scènes qui ne sont pas de leur âge que ce petit carré coloré est né. Pour comprendre comment il est attribué, direction Londres, à la rencontre des testeurs de jeux vidéo. Bienvenue à la Games Rating Authority. Ici, notre travail consiste à jouer toute la journée à des jeux vidéo, pour s'assurer que vous ne tombiez pas sur du contenu inadapté. Avant d'être vendus, les jeux vidéo sont donc envoyés ici par les studios de création. Premier réflexe après réception, jouer. Donc là, il y a Trent qui est en train de tester un jeu. C'est très important d'explorer le jeu pour évaluer son niveau de violence, voir s'il y a des gros mots, ce genre de choses. Les testeurs peuvent y jouer autant qu'ils en ont besoin pour s'assurer que la classification d'âge est correcte. Très concentré, le testeur cherche les scènes qui pourraient choquer les enfants. Et dans ce jeu, c'est le langage un peu grossier et la présence de violence qui pose problème. Donc ici, nous voyons des violences irréelles. Si j'étais frappé aussi fort dans la vraie vie, je serais sûrement très amoché et je ne pourrais pas me relever aussi vite et faire comme si de rien n'était. Donc si vous avez 12 ans, vous pouvez jouer à ce jeu, 12 ans ou plus. Mais si dans ce jeu, il y avait eu des scènes plus sanglantes, le testeur aurait recommandé un petit carré 16, voire 18. De retour à son bureau, il doit noter ses observations dans un rapport. Là, c'est la dernière étape. C'est à ce moment-là que la décision finale est prise. En tout, ce sont des centaines de jeux qui sont examinés ici chaque année. De quoi pleinement accompagner enfants et parents. C'est ça qu'il faut voir en tant qu'enfant, c'est que cette catégorie-là, c'est pas, il ne faut pas le voir comme une restriction ou une interdiction, c'est vraiment un conseil, une recommandation. Attention, il y a ce type de contenu dedans. Si tu veux y jouer, discute-en avec tes parents. Ça reste un point de départ de discussion pour pouvoir établir des règles et avoir une chouette pratique de jeu. N'oubliez donc pas de jeter un œil à ce petit carré coloré avant de commencer un jeu vidéo. La vie des enfants, c'est cool, hein, mais les journalistes, ils vont faire des reportages sur les jeux vidéo. Franchement, ça donne peut-être envie, peut-être ça crée des vocations. Astor, tu avais une question à poser au docteur. Comment savoir si je passe trop de temps sur les écrans? Qu'est-ce que je dois repérer comme signe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est surtout qu'est-ce que tu as fait en dehors. Parce que est-ce que tu as fait 1 heure d'activité physique dans ta journée? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as mangé à table? Est-ce que tu as bien dormi? Et après, il te reste du temps pour jouer aux écrans et tout. Et après, c'est la fatigue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la fatigue visuelle, tu commences à avoir mal au dos. Ce qu'il faut, c'est par exemple, toutes les demi-heures, tu te lèves, tu fais wouhou, puis tu repars. Ouh. Et est-ce que vous pouvez faire ouh parce qu'on vous accueille, vous allez rejoindre autour de la table dans quelques instants. Bonjour Jimmy, bonjour à tous. On va parler justement des écrans et de la gestion, notamment avec les parents. Adam, tu as une question à poser au docteur également. Oui. Pendant combien de temps un enfant de 10 ans comme moi peut-il regarder les écrans? Ça revient un petit peu à ce que je viens de te dire, quoi. Tu peux y rester, d'abord ça dépend de ce que tu y fais. Hein. Si tu es en train de regarder une vidéo, si tu es en train de regarder quelque chose pour le travail, quelque chose d'intéressant, un documentaire, ou si tu es en train de regarder un jeu qui va t'exciter. Hein. Celui-là, il faudra y rester moins de temps. Après, il n'y a pas vraiment de temps dit, sauf que pas à table, pas le matin avant d'aller à l'école, pas le soir dans la chambre, 2 heures avant de se coucher. Donc ça, c'est tout. Sinon, combien de temps, je ne peux pas dire, mais il faut faire tout ce qu'on a fait avant. Donc tu vois, il ne reste plus trop de temps quand même. Et Alain et Aïcha, vous allez justement nous expliquer les repères d'âge pour utiliser les écrans. C'est à vous, je vous laisse aller au tableau, nous faire votre démonstration. Les règles 3, 6, 9, 12. Voici ce que recommandent les experts. Avant 3 ans, 0 écran. L'enfant ne doit jamais avoir d'écran. Pourquoi? Parce que son cerveau se développe très vite. Il doit apprendre à communiquer avec son entourage, faire des câlins, regarder les yeux dans les yeux et bien sûr développer son langage. Avant 6 ans, ça doit rester exceptionnel. Pas tous les jours et pas tout seul. Parce qu'à cet âge, l'enfant apprend surtout en bougeant, en touchant, en imaginant et en parlant. De 6 à 9 ans, ça doit être ponctuel.
Pas tous les jours, un peu tous les jours, mais pas longtemps. De 9 à 12 ans, ça doit se faire avec modération. Et surtout pas avant de dormir. Alors, en résumé, nous avons besoin de temps pour grandir avec les autres, bouger, créer, s'ennuyer. Alors, c'est chouette d'être connecté, mais c'est encore mieux d'être connecté à la vraie vie. Bravo, avec une super conclusion, c'est vrai, être connecté à la vraie vie. Et les enfants, est-ce qu'on peut se dire la vérité? Est-ce que des fois, avec les parents, c'est un peu la guerre à propos des écrans? Est-ce que parfois, certains jouent en cachette, ou on essaie un peu de filouter? Non, tout le monde est sérieux. Oui, et personne ne veut se engueuler à la fin de l'émission. Vous avez bien raison de ne pas répondre. Peut-être que ça vient un peu plus tard, mais c'est vrai que souvent, c'est tendu à la maison avec les parents qui trouvent de toute façon qu'on passe trop de temps sur les écrans. Alors moi, je suis maman. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de trouver ensemble le bon deal pour que ça se passe bien à la maison. Et en fait, j'ai bien écouté tout ce qu'on s'est dit et je l'ai trouvé, le deal. Je pense qu'il faut passer à l'interdiction complète. Plus d'écran du tout. Ça vous va ou pas? Interdiction, vous êtes OK, les enfants? Aïe, aïe, aïe. Adam, il n'a pas l'air hyper branché. Non, je pense que ça marche pas. Je suis assez d'accord avec toi. Je tentais ma chance. Mais on va plutôt commencer par établir un cadre que vous avez évoqué avec des moments ou des lieux à la maison sans écran. Donc, ces moments et ces lieux, ça va être pas d'écran à table, pas d'écran le matin avant d'aller à l'école, pas avant de se coucher, hein, vous évoquiez les 2 heures, et pas d'écran dans la chambre. Ça, c'est pour commencer. Ça, c'est plutôt un bon début. Ça veut dire que durant la journée, ça nous laisse quelques moments pour être sur les écrans et également le week-end. Voilà, mais si on prend par exemple les jeux vidéo ou bien même les vidéos que vous regardez quelquefois, souvent, vous le faites ça de votre côté, puis pendant ce temps, les parents, ils font autre chose, non? Oui. Voilà, c'est ça. C'est des moments où chacun est de son côté. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de leur montrer aux parents ce que vous faites et ce que vous aimez regarder quand vous êtes sur Internet ou sur le téléphone. Et puis surtout, que vous leur expliquiez ce qui vous plaît. Qu'est-ce que vous allez chercher quand vous regardez quelque chose? Qu'est-ce que vous aimez, en fait? Est-ce que ça vous fait rigoler? Est-ce que ça vous divertit? Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que vous avez l'impression de résoudre des problèmes, par exemple, quand vous faites un jeu vidéo? Oui. Vas-y. Ça nous divertit beaucoup. Ça te plaît? Oui. Bah oui, tu as besoin de te détendre parfois. Je suis sûre que les parents, ils seraient contents de discuter un petit peu et finalement de renouer le dialogue. Parce que comme ça, ils seraient contents de savoir ce qui vous attire, ce qui vous plaît. Et puis pour eux, ce sera aussi l'occasion de vous montrer comment on navigue, quels sont les sites qui sont plus intéressants à regarder que d'autres. Et puis finalement, vous sensibiliser un peu aux problèmes d'Internet. Et un mot pour les parents ou les grands-parents qui nous regardent. Si vous mettez un téléphone dans les mains de votre enfant ou de vos petits-enfants, eh bien surtout, installez un logiciel de contrôle parental. Et ça, c'est pas une punition, hein. Ça s'apprend en fait de naviguer sur Internet ou sur les réseaux sociaux. L'objectif du contrôle parental, en fait, c'est de filtrer certains contenus qui sont pas du tout adaptés aux enfants, notamment concernant la violence, la sexualité, la drogue, l'argent. Et puis, ça permet quand même aussi, il faut se l'avouer, de contrôler un peu le temps qu'on passe sur les écrans pour éviter qu'on abuse. J'ai une dernière petite question pour vous. Comment ça se passe à la maison au moment de passer à table? Est-ce que les parents posent leur téléphone loin de la table? Est-ce que c'est le deal de départ? Oui. Oui, c'est vrai? Oui. Super. Moi, Eh ben ça, toi aussi? Moi, mes parents, dès qu'il y a, par exemple, il y a quelqu'un qui les appelle, ils répondent pas. Priorité aux personnes qui sont sur place. Excellente idée. On donne un bon point aussi aux parents. On donne un très bon point aux parents. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait une question à propos des réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un avait une question? C'était toi, Astor? Pourquoi, à mon âge, je n'ai pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux? Pourquoi tu n'as pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux? C'est parce que les réseaux sociaux ne sont pas faits, comment te dire, c'est des pièges. Hein. Eux, c'est juste pour gagner de l'argent qu'ils sont là, ils ne sont pas du tout pour t'informer. Et il faut vraiment être suffisamment appris, suffisamment éduqué, suffisamment enseigné pour pouvoir apprendre à déjouer les pièges. Mais il faut savoir que même tes parents, ils sont en difficulté avec les réseaux sociaux. Alors tu vois, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on change les choses. C'est pas parce qu'on va interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans qu'on va solutionner le problème. Il faut absolument qu'on mette en place une éducation à comment ça se fait qu'ils sont en train de nous piéger et comment on pourrait faire pour reprendre le contrôle. Aïcha, tu avais une question à propos de l'utilisation de l'écran, des écrans et de l'école sur les recherches. Pourquoi nous faisons des recherches à l'école sur Internet? Parce qu'il faut apprendre à s'en servir. Il faut apprendre à s'en servir. Il y a des tas de choses sur Internet. Ça peut être un truc extraordinaire. Il y a des dangers, mais il y a des tas de choses fantastiques. Donc, il faut absolument que vous appreniez à vous en servir. Donc, c'est normal que l'école vous demande de faire des recherches, à condition qu'ils vous y accompagnent bien. Et ça va se mettre en place de plus en plus. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, je vous propose, comme tout à l'heure, après les leçons, eh bien oui, place à l'Éval.
Alors, comme tout à l'heure, on vous a préparé 3 questions et à chaque fois, une seule bonne proposition, réponse A, B, C ou D. On commence avec cette première question. Quel problème de vue risques-tu d'avoir si tu passes trop de temps sur les écrans? Réponse A, l'hypermétropie. Réponse B, la myopie. C, voir la vie en bleu. Ou D, le glaucome. Vous avez levé la main? Alors, tous en cœur, vous dites que c'est la B. Myopie. Ah, j'ai entendu B, myopie. Quelqu'un a dit autre chose que la myopie? Eh bien non, effectivement, c'est une bonne réponse. Vous avez bien compris, puisqu'à force de regarder sur une très courte distance, notamment sur les écrans, l'œil devient en quelque sorte feignant. Et si on perd l'habitude de regarder l'oiseau qui se trouve dans l'arbre, eh bien c'est comme ça qu'on favorise la myopie. Vous marquez tous un premier bon point. On passe à cette autre question, la question numéro 2. Est-ce que regarder une vidéo, c'est important la précision, hein, relaxante ou marrante sur un écran peut aider à s'endormir? Est-ce que regarder une vidéo marrante ou relaxante peut aider à s'endormir? Oui ou non? Non. Oui. Alors, qui dit oui? Astor et Aïcha, vous dites oui. Qui dit non? Ah, c'est partagé. C'est Léa, hein, c'est ça, hein? Oui. Léa, pourquoi tu dis non, toi? Parce que si tu regardes la vidéo, il y aura quand même la lumière bleue qui viendra dans tes yeux. Eh ben, c'est une excellente réponse. Effectivement, malheureusement, le soir, même si la vidéo est agréable, même si ça fait rire, même si ça fait plaisir, malheureusement, ça peut perturber l'endormissement. À la fois à cause de la lumière bleue, et puis ça nous excite un petit peu. Hein. Plus le contenu nous fait plaisir, et moins on aura un sommeil de qualité. Vous marquez un second point. On passe à cette dernière question. Chaque jeu vidéo est autorisé à partir d'un certain âge, mais qui est-ce qui fixe la limite d'âge dont on a parlé tout à l'heure? Réponse A, c'est la maîtresse. Réponse B, c'est le président de la République. Réponse C, un organisme spécialisé. Ou réponse D, les parents. Allez, vous avez le droit de le dire en même temps. 3, 2, 1, c'est la réponse. Ah, on a les parents. Qui a dit les parents? Les parents, moi. C'est les parents, ok. Et qui dit autre chose? C'est... Vous êtes sûr que c'est pas le président de la République? Non. Mais c'est Emmanuel Macron qui dit si on met 16 ans... Non, c'est pas Emmanuel Macron? Non. Eh bien, effectivement, vous avez raison, c'est un organisme spécialisé. Mais Adam, on te donne également un bon point, parce qu'en réalité, on achète des jeux vidéo sous le contrôle des parents. Donc, c'est également les parents qui doivent nous dire, eh bien, écoute, ce jeu vidéo n'est pas adapté pour toi. Donc, allez, je te donne un demi-point. Et ensemble, on va du coup partager ces petits points. Eh bien, les enfants, je vous dis bravo, parce que vous avez été super, super bons, à la fois dans les explications et dans ce quiz. Et j'invite votre maîtresse Caroline à nous rejoindre, l'institutrice. Bonjour Caroline. Vous nous regardez, je vous laisse mettre le micro autour. Venez autour de la table. Alors Caroline, est-ce que vous êtes fière de vos élèves? C'est surtout eux qui doivent être fiers d'eux. Oui, effectivement, je trouve qu'ils ont accompli un travail assez incroyable. Ils se sont montrés investis tout au long du projet. On a commencé en novembre, donc ça fait quand même plusieurs mois. Oui, parce que ça fait 6 mois que vous êtes sur ce projet, et donc c'était quand même du travail. Oui, c'est ça. Non, et ça a été d'une richesse incroyable, parce qu'en fait, ils ont découvert un monde qu'ils ne connaissent pas, ou peu en tout cas, parce que derrière une émission télévisée, ils ont découvert qu'il y avait un énorme travail. Ils ont participé à toute la construction, ils ont proposé des thèmes pour les dossiers, c'est eux qui ont proposé aussi des questions aux spécialistes. Il y a eu énormément de choses intéressantes. Ils ont découvert des métiers de l'ombre aussi, parce que mine de rien, derrière, ils ont eu l'occasion d'échanger avec une ingénieure son, un caméraman reporter. Ils ont rencontré une secrétaire de production. Bref, ça a été vraiment une ouverture pour eux très, très riche. Donc le bilan est super bon. Oui. Les enfants, vous avez aimé? C'est bien l'exercice? C'était cool? Oui. Eh bien écoutez, je vous propose de tous venir et on va applaudir la maîtresse qui vous a aidé et vous applaudir parce que franchement, vous pouvez être fiers de vous. Les enfants, est-ce que ça vous dit de revenir un jour? Oui. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission spéciale enfants. J'espère que vous avez passé un super moment les enfants. Nous, ça a été un grand plaisir que de vous recevoir sur le plateau du MAC de la Santé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur France 5. Salut les enfants, au revoir. Ciao.